Je vais débuter sur une voix féminine. Donc, sometimes, the best way to understand something is to write it down, de B. Fawcett. Ainsi que l'explique Anne Besson, la forme cyclique désigne un ensemble de textes étant, et je cite, reliés par le retour de personnages apparentés ou appartenant au même monde. Marqué par un rapport au temps ouvert et répétitif, le cycle est conséquemment, comme le souligne Besson, mais aussi Klein et Palmer dans Cycles, Sequels, Spin-offs, Remakes and Reboots, tant continuité que reprise d'une narration, remettant par là en question les limites du texte et la notion de finalité. À la lumière de cette définition, nous avançons que la série de fantasy Le cycle de l'assassin royal, ou The Realm of the Elderlings en anglais, publiée entre 1995 et 2017 et classée à la fois jeunesse et adulte, donc j'y reviendrai, est en tant que cycle la reconfiguration constante d'une même narration, et plus précisément celle du jeu du narrateur homodiégétique Fitz-Chivalry. En effet, alors que Fitz entreprend d'écrire l'histoire de son royaume, History, celle-ci se transforme en son histoire personnelle, His Story, en une écriture rétrospective de soi, dans un processus métafictionnel où la frontière entre la narration d'un sujet, l'écriture de soi et la narration diégétique se brouille. Narrateur-scripteur, figure de l'auteur au sein de la diégèse, Fitz s'écrit, se désécrit, se réécrit au fil des tomes, cherchant à comprendre comment les structures du pouvoir et les événements ont constitué son identité. I wonder if I can write this history, or if on every page there will be some sneaking show of bitterness I thought long dead. I think myself cute of all spite, but when I touch pen to paper, the hurt of a boy bleeds out with the sea-spawn ink, until I suspect each carefully formed black letter scabs over some ancient scarlet wound. Each historical event I consider only awakens my own personal shades of loneliness and loss. I fear I will have to set this work aside entirely, or else give in to reconsidering all that has shaped what have become. And so begin again and again, but always finding I am writing my own beginnings, rather than the beginning of this land. Donc, en une transition de l'encre vers le sang, qui est visible d'ailleurs à même la typographie du texte, alors que les italiques, marqueurs de la grande histoire des Six Duchies, se transforment en des caractères normaux à la suite d'une tache sombre sur le papier, l'écriture d'un corps blessé, brisé, surgit. Le premier tome s'ouvre ainsi sur la narration d'un corps, d'une identité, d'une narration de soi qui, et c'est ce que je l'ai montré dans le cadre de cette communication, est incessamment reprise, réorganisée, recommencée en un cycle sans véritable fin. En effet, parce que Fitz se met en texte, et parce qu'il est également un personnage liminaire, dont la quête identitaire est sans cesse renouvelée, je postulerai que le rite de passage inachevé de l'adolescence vers l'âge adulte du narrateur devient le moteur de la sérialité et de l'écriture-réécriture de soi. Donc j'observerai comment l'autoréférentialité et la répétition des mêmes événements, qui sont repris et réécrits à travers 9 différents tomes, contribuent à la formation-déformation du sujet qu'est Fitz, ainsi qu'à la mise à mal de l'unité diégétique. Dans le phénomène rituel, Victor W. Turner explique que le folkloriste Arnold van Gennep, et je cite, définissait les rites de passage comme des rites qui accompagnent généralement chaque changement de lieu, d'état, de position sociale et d'âge. Ces rites de passage peuvent se diviser en 3 phases, à savoir la séparation, la marge, l'agrégation. Marie Scarpa, quant à elle, dans son article « Le personnage liminaire », reprend ces 3 phases de socialisation et avance que si elles peuvent en effet aider à comprendre le déroulement de certains phénomènes sociaux, elles peuvent également permettre de saisir celui des récits littéraires. Donc ainsi, pour Scarpa, le rite peut être employé afin de lire les trajectoires narratives des personnages en termes d'initiation, laquelle correspond, et je cite, au processus de socialisation des individus en termes d'apprentissage des différences de sexe et d'âge. Or, souligne-t-elle, certains personnages ne passent pas. Ce sont ces figures bloquées sur des seuils, à retenir le mot seuil, figées dans un entre-deux constitutif et définitif, inachevé, que Scarpa nomme des personnages liminaires. Donc, en ce qui a trait plus spécifiquement au narrateur Fitz-Chivalry du cycle de l'assassin royal, son statut marginal a souvent été analysé,
notamment par Justina des Triumvisac et Lenny Spratter. Fitz est le fils bâtard du prince Chivalry. Donc son nom, marque de son illégitimité, désigne à la fois son existence et son inexistence sociale, son statut marginal liminaire. Car Fitz signifie bastard, bâtard. Bâtard de Chivalry Falsier, le prince qui n'en est pas un, qui est un nom fortement sympathique. Sa naissance semble ainsi appeler un échec, celui de son initiation, et ultimement de sa socialisation. Donc à la fin du second tome, alors qu'il se trouve à l'aube de l'âge adulte, Fitz est accusé de trahison, torturé, puis meurt de ses blessures. Alors qu'il trépasse, sa conscience quitte son corps agonisant pour rejoindre celui de son loup, Night Eyes, auquel il se trouve lié par la magie du wit, le vif, qui lui permet de faire ce passage. Il sera par la suite ramené à la vie. Dans son mémoire de maîtrise, le mythe réactualisé dans La Citadelle des Ombres, La Citadelle des Ombres étant un des nombreux titres donnés aux nombreuses rééditions de la série en français, donc le titre va toujours changer à chaque fois qu'il y a une réédition. Stephanie Kim Jackson Corbeil explique que ce passage à travers Night Eyes, symbole initiateur dévorant, démontre, et je cite ici, la renaissance qui suit la mort à l'intérieur d'un cycle de naissance, mort, renaissance. Fin de la citation. Donc cette phase de marge, seconde étape du rite de passage, de même que le retour à la vie de Fitz, illustrerait donc le temps cyclique qui caractérise le récit, parsemé de construction, déconstruction, de renouveau et de mort. Cependant, si le cycle de l'assassin royal se veut la mise en texte du cycle et de la construction-déconstruction perpétuelle du récit, ce n'est pas, à notre sens, parce que Fitz, après avoir traversé sa phase de marge, revient à la vie, mais bien parce qu'il échoue son initiation. Parce qu'il ne revient jamais vraiment. La troisième phase du rite, soit l'agrégation, le retour à la communauté, n'a effectivement pas lieu. Donc pour la majorité de ses proches et pour les Six Duchies, Fitz reste un mort, un traître, un objet de répulsion. Pendant plus de 40 ans, il leur sera invisible, un fantôme prisonnier des limbes. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de fantômes qui circulent à son sujet à l'intérieur de la diégèse sur le Witched Bastard, qui hantent leur quotidien sans être vus. Donc ainsi que le souligne Turner, les attributs de la liminarité ou des personnages en situation liminaire, les gens du seuil, sont nécessairement ambigus. Les entités liminaires ne sont ni ici ni là, elles sont dans l'entre-deux. Ainsi, la liminarité est-elle fréquemment assimilée à la mort, au fait d'être dans les entrailles, à l'invisibilité, à l'obscurité. Donc, fin de la citation, c'est pas sans évoquer son passage à travers le loup notamment, ou son invisibilité aux yeux de ses proches. D'autres personnages reprocheront notamment à Fitz de trop retenir du loup, donc d'avoir gardé du prédateur la sauvagerie, de s'être trop mélangé à Night Eyes, au point de s'y perdre. Donc l'homme n'est plus véritablement un homme, et le loup n'est plus véritablement un loup non plus. Notons aussi que, comme l'écrit Scarpa, la phase de marge est celle où l'individu s'expérimente autre pour devenir soi dans un statut nouveau. Elle impose la rencontre de l'altérité, du contraire, du tout autre, du détour par la sauvagerie et de la marge non cultivée. La construction de l'identité se fait dans l'exploration des limites, des frontières. Notre personnage liminaire, quant à lui, ne parvient pas à revenir de cette altérité. Donc, fin de la citation, l'initiation de Fitz échouée, son identité instable et parsemée d'altérité, le narrateur s'engage dans une quête de soi sans fin. Donc, c'est par ailleurs sur cette identité éclatée, donc sur ce corps brisé, ensauvagé de l'entre-deux, en quête de sens et de stabilité, que s'ouvre le premier tome. Donc, un corps dont la narration, le statut liminaire, marque non seulement le passage vers l'univers de la fiction, mais thématise également le seuil, donc entre l'histoire communautaire et l'histoire individuelle, le présent, le passé, la fiction, la réalité. Donc sans véritable prélude, la première séquence, que Jackson Corbeil qualifie de première naissance, commence au crépuscule, à la limite du jour et de la nuit, sous l'arche d'une allée menant aux larges portes d'une forteresse. « Almost it's like a puppet show beginning », écrit Fitz. « Yes, I can see it thus. The curtains parted and there we stood before that great door. » Donc l'arrivée de Fitz à la forteresse marque ainsi un seuil, une ouverture à travers le tissu narratif. Le caractère performatif de l'écriture de soi, comme de la fiction, de même que l'acte d'énonciation, est aussi mis en texte, faisant écho aux italiques de la première page que j'ai mentionné tout à l'heure.
Donc, ceci n'est pas rappelé, sans rappeler la métafiction que Linda Hodgson, dans The Narcissistic Narrative, définit comme a fiction about fiction. That is, fiction that includes within itself a commentary on its own narrative and or linguistic identity. Donc, la métafiction, ajoute-t-elle, thématise comment l'acte de création fictionnelle, donc le processus créatif, est intimement lié au désir d'ordonner le monde. Fictions are indeed man's way of dealing with the discrete brute fact of chaotic reality. Ce n'est pas sans invoquer la raison pour laquelle Fitz écrit par ailleurs. Selon Hodgson, le récit re-raconté et réécrit peut très bien être employé afin d'altérer, de refaire le passé ou l'avenir. Donc, elle établit aussi un parallèle avec la narration historique et celle d'un récit d'histoire, stipulant que la métafiction investigates how the subject of history is the subject in history, subject to history and to his story. Donc, dans le cycle de la Sincère Royale, je l'ai dit tout à l'heure, la frontière entre la narration d'un sujet, donc l'écriture de soi, et la narration diégétique est brouillée. Faisant écho à la structure du prologue, chaque chapitre de la première trilogie de Farseer possède son propre épigraphe. Donc, tu veux un nouveau passage répété à chaque fois de l'histoire vers l'histoire de Fitz. From history to his story. Et ainsi en est-il des séries subséquentes. Donc, cependant, dans The Tony Man et The Fitz and the Fool, ces fragments historiques sont complémentés par des fragments narratifs, des récits, des contes, des chants, des rêves, qui prennent purement la forme de renvois et de réécriture de scènes antérieures de la série, qui sont à chaque fois restructurés, réinterprétés. La fin du tome 1 est par, entre autres exemples, réécrite au début du tome 2, mais va être changée. Donc, Fitz y apporte des détails, des variantes, des nuances. Donc, par exemple, à la fin du tome 1, il disait qu'il savait ce qui est arrivé à son cousin, tandis qu'au début du tome 2, il prétend qu'il ne le sait pas. Donc déjà, la fin ne correspond plus au commencement. L'histoire, mais aussi son histoire, donc son identité, sont en mouvement, sans jamais stabiliser. Ainsi, le narrateur écrira à la fin de Fool's Errand, qui est le 4e tome, « I believe that by fixing it down with words, I could force some sense from all that had happened, that effect would follow cause, and the reason for each event come clear to me. Perhaps I sought to justify myself, not just all I had done, but who I had become. But when I returned one day, to find all my careful scribblings gone to fragments of vellum lying in trampled yard, with wet snow blowing over them, I knew that, as it always would, the past had broken free of my effort to define and understand it. » Donc, ce saccage de sa maison, car c'est bien de cela dont il est question, son identité littéralement éclatée aux 4 vents, mène Fitz à détruire ses écrits, et plus particulièrement ceux qui relatent les événements des 3 tomes précédents, dont ceux de Farseer. Cependant, 3 tomes plus tard, dans The Fitz and the Fool, la fille cadette de Fitz, B, découvre les écrits de son père qui portent justement sur ces événements de la première trilogie. Cependant, ces parchemins recèlent de détails et d'événements qui n'ont jamais été évoqués dans The Farseer. Donc Fitz les a réécrits, restructurés, de sorte que les tomes que le lecteur et la lectrice a lus et qui ont été brûlés, même si paradoxalement ce lecteur-lectrice-là peut les tenir entre ses mains, ne correspondent plus exactement. Donc ça crée une forme d'effet de lecture de décalage notamment. Notons donc que le phénomène de réécriture ne se cantonne pas à l'univers intradiégétique, mais en déborde. Plusieurs médiums ont notamment été employés et le récit de Fitz a été changé à plusieurs reprises. Outre les nombreuses rééditions, dont le titre, je l'ai mentionné, va toujours changer en français, nous soulignons qu'en français, les romans ont été à la fois adaptés pour un public jeunesse. On y aurait par ailleurs supprimé certaines scènes trop explicites, donc je peux en voir une couverture ici du 1er et 2e tome, et en bande dessinée. Donc, la planche avec la fameuse porte sur laquelle s'ouvre le récit. Donc, en 2015, le 1er tome, Assassin's Apprentice, a été réédité avec une nouvelle introduction. Donc, Fitz change les mots qu'il adresse au lecteur, à la lectrice à ce moment-là. Fait particulier, ces adaptations et réécritures concernent presque toujours la première trilogie de Farseer, donc celle qui relate le passage de l'adolescence vers l'âge adulte
échouée, donc de Fitz, donc l'initiation échouée du narrateur. Donc à l'exception, évidemment, des rééditions. Et là, tu peux mettre ton cerveau à off pour 1 minute et demie. Donc, à la fin des événements des derniers tomes qui ont été publiés entre 2014 et 2017 en anglais, donc il y a quand même un changement qui se produit. Donc, j'avancerai cependant que Fitz parvient à réintégrer sa communauté alors qu'il est âgé de 60 ans. Donc, en témoigne ce passage qui se déroule dans la salle du trône. I stood among them, unknown and unseen, but feeling we had finally come home, my wolf and I. Never is over, King Beautiful proclaimed. I stared up at him. I saw King Shrew there, and King Verity, my kings, looking down at me. Fifth chivalry Farseer, too long have you sojourned among the elderlings, your memory spurned by the very people you saved. Too long have you been in a place where months pass as days. Too long have you walked among us in false guise, deprived of your name and your honor. Rise, turn and face the folk of the six duchies, your folk, and be welcome home at last. It was his strength that pulled me to my feet. I stood, I turned, and I faced them all. The roar of acclaim broke over me like a wave. Donc, celui qui a le pouvoir de lui permettre de réintégrer sa société, donc son roi, mais aussi ses rois, ceux qu'il a servi dans de Farseer, donc Shrewd et Verity, et qui sont morts depuis, le reconnaissent et le tirent des limbes. Ressuscité, Fitz s'élève des morts, leur montre son visage pour la première fois en 40 ans, et son peuple l'acclame. Il peut enfin émerger de cet ailleurs, donc celui du Realm of the Elderlings, pour reprendre le titre anglais de la série, où elle a séjourné pendant 40 ans. Notons toutefois que Fitz n'a pas, à proprement parler, vécu chez les Elderlings. Donc Dutiful crée cette fable, notamment pour expliquer pourquoi, étrangement, Fitz ne paraît avoir 30 ans, alors qu'il en a en vérité le double. Donc encore une fois, les événements sont réarticulés, la narration est redéfinie, et le cycle recommence. Donc, The Realm of the Elderlings, le récit qui est écrit par Robin Hobb, mais aussi l'endroit intradiégétique où aurait vécu Fitz, devient cet espace hors du temps et de l'espace, des modes normaux de l'action sociale définis par Turner comme le lieu des phénomènes liminaires. Donc, la série complète deviendra alors la représentation de la marge, le lieu de la liminarité et de la quête de soi. Donc, liminaire et en marge, invisible, anonyme, muet, mais aussi visible, parlant et étant entendu en raison de son statut de narrateur principal, de créateur de fiction de réalité, Fitz est le porteur du discours. Donc, il est formé et déformé par l'histoire, par la narration, et forme et déforme celle-ci. Un autre personnage majeur de la série, The Fool, le définira d'ailleurs en ces mots. Keystone, Gate, Crossroads, Catalyst, all these you have been and continue to be. You create possibilities. While you exist, the future can be steered. Donc, catalyst, catalyseur. Donc, le moteur de l'histoire, de la narration et du renouveau. Celui qui n'aurait pas dû exister et qui aurait dû mourir, comme plusieurs personnages le soulignent tout au long de la série. Donc, one Farseer with no name at all, unnamed in any history, past or future. C'est la pierre dans l'engrenage. Donc, tant au niveau narratif qu'au sein de la narration, Fitz est, pour reprendre les termes de Scarpa, et je cite, « le fondateur d'un ordre nouveau. Le personnage liminaire pour Scarpa transgresse les règles et les frontières, il viole les interdits. Faisant vaciller l'ordre ancien en contestant les catégories et les valeurs, il fait passer dans une autre cosmologie. » Fin de la citation. Ce sera Fitz qui, en effet, déterminera du futur de son monde. Par contre, ça aussi, c'est même remis en question dans les derniers tomes. On pense que c'est notamment la fille de Fitz qui va avoir ce rôle-là. Donc, elle prend aussi peu à peu le rôle de narratrice. Toutefois, Fitz n'aurait pu y parvenir sans l'aide du Fool, le prophète Dan. C'est celui qui voit tous les chemins possibles et qui place la pierre, le catalyseur, donc Fitz, là où il l'a vu dans l'engrenage, pour faire sauter la roue du destin, donc la narration et le cycle. Comme nous l'avons souligné dans une précédente communication, les deux personnages se mélangent progressivement au fil de la série, jusqu'à en échanger leurs traits et leurs fonctions narratives.
The Fool devient Catalyst, devient Fitz, et Fitz devient The Fool. Les titres des différents tomes qui finissent par se recouper l'illustrent d'ailleurs parfaitement. Donc, je vais changer la diapo dans 2 secondes. J'avais oublié ce détail-là. Donc, le titre de la dernière trilogie ne parle plus d'un personnage, l'assassin ou le fou, donc de Farseer ou de Chawnyman, mais bien de 2 personnages devenus une entité, The Fitz and the Fool, ou les 2 faces d'une même pièce. Voilà, c'est terminé.